Pas besoin de machines sophistiquées pour remonter le temps et pourtant c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Un bond en arrière de 100 000 ans pour explorer la Touraine préhistorique du sud de l'Indre-et-Loire. On est au Grand Pressigny, alors certes pas de bord de Loire mais une belle occasion de découvrir un peu mieux nos ancêtres et pas seulement les Cro-Magnons. Débordant sur le Poitou et le Berry, le Sud-Touraine était donc il y a bien longtemps un véritable fief préhistorique. Aujourd'hui, on y trouve le musée de la préhistoire au cœur du Grand Pressigny. L'écrin de milliers de pièces découvertes au fil des fouilles ou des travaux agricoles tout simplement. À quelques kilomètres de là, j'ai rendez-vous avec Mélanie Guegnereau. Et si l'archéologie n'était pas forcément son rêve d'enfant, elle est pourtant devenue une spécialiste passionnée au fil de ses missions universitaires. Là, on est dans le Sud-Touraine, sur la commune d'Abilly, et plus particulièrement dans le lieu-dit qui s'appelle le Petit Paulmy, où a été fouillé un site archéologique. Et aujourd'hui, ce lieu-dit est connu sous le nom d'Archéolab, c'est-à-dire le musée qui protège le site archéologique qui a été fouillé ici. Ce champ, qui s'appelle le Champ des Merveilles, des collectionneurs ou des locaux venaient ici parce qu'il avait la réputation d'être garni d'objets de silex taillés à profusion. Il suffisait juste de se baisser pour pouvoir trouver des choses qui intéressaient beaucoup les collectionneurs. Et quand ce projet de lotissement, du moins de construction immobilière, a été lancé, la DRAC, et plus particulièrement le service régional de l'archéologie de la région Centre, a décidé de faire une prospection, donc plus exactement 3 tranchées, qui partaient de la route jusqu'à la forêt, qui ont permis de révéler dans les 2 premières tranchées beaucoup d'éclats de silex, notamment taillés, et à la 3e tranchée, dont une partie qui est encore visible dans le musée, un changement de terrain qui manifestait des traces archéologiques à découvrir. On est sur un site qui a une particularité puisque 4 périodes historiques sont accolées les unes les autres dans cet espace. Alors petit, pas vraiment puisqu'on est quand même sur un bel espace de fouilles, mais on a du paléolithique, du néolithique, de la protohistoire, plus exactement de l'âge de bronze et de l'âge du fer, et une période historique probablement du gallo-romain qui sont autour de nous. Bon, on va aller voir les jeunes compères archéologues. C'est parti. Interro général. Oh, ils n'ont pas l'air stressés. Non. En fait. Bonjour. Alors vous avez marqué silex 1,49,36. Vous notez le positionnement en fait du silex sur le site. Là par exemple sur votre petit carré, vous êtes en train de travailler sur quoi? Sur lequel? En fait il faut que ce soit homogène, il faut pas qu'il y ait de bosse, donc il faut essayer de travailler un peu partout et... Pas qu'il y ait de bosse. Non, faut pas faire de trous. D'accord. Si on trouve quelque chose, il faut attendre de déblayer tout le reste en même temps pour pouvoir le détailler. On a un petit pinceau. Ouais. Bon, ça je vois bien. Ouais. C'est ça? Ouais. Bon, c'est pas compliqué. Mais alors ça par contre je maîtrise moins. Bah, ça permet de racler le sol doucement sans être un peu trop burin, quoi. Comme si on le faisait avec une pelle. Oui, avec la pelle, c'est moins bien. Ça sert plus pour enlever la terre et la mettre dans le seau. D'accord. Allez, jeune homme, au travail. Merci. Gratter, creuser, épousseter, tamiser ou porter, on ne devient pas archéologue sans un brin de labeur, aussi ingrat soit-il. Il a peut-être commencé comme ça, Jean-Claude Marquet. C'est le spécialiste de l'archéologie préhistorique. À croire qu'il est né, les mains dans la glaise. Cette partie qui est arrondie correspond à l'emplacement où l'énorme percuteur a frappé sur le plan de frappe du nucléus. Avec lui, chaque caillou raconte une histoire.
Jean-Claude Marquet a passé la moitié de sa carrière ici, en terre pressinienne, sur des chantiers de fouilles ou à la tête du musée. Mais ses connaissances sont bien plus vastes. Une molaire de grand campagnol. On est 3 ou 4 en France, comme ça, à travailler sur les rongeurs quaternaires. Oui. Ça nous apprend des choses extrêmement intéressantes, parce que ça nous donne des informations sur le climat qui régnait au moment où la couche qui contient cette espèce de rongeur s'est mise en place. J'ai fait des études de géologie. En géologie, on jongle avec les millions d'années. Bon, avec l'histoire de l'homme, ce ne sont pas des quantités de millions d'années, hein, mais c'est beaucoup plus... Comment dire? C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus passionnant, enfin pour moi en tout cas, que l'histoire des Gallo-Romains ou des Mérovingiens. La grotte de La Roche-Cottard, près de Langeais, autre haut lieu de la préhistoire en Touraine. La grotte de La Roche-Cottard, bon, elle a été découverte en 1912. Personne n'y avait retravaillé avant moi. À la fin des années 70, avant de partir au Grand Pressigny, là où on avait besoin de moi. Mais dès que j'ai eu terminé au Grand Pressigny, mon premier souci, c'était de revenir à La Roche-Cottard pour poursuivre le travail qui était entrepris. Sur ce niveau où nous nous trouvons, les hommes de Néandertal sont venus, ils se sont déplacés. Au-dessus de cette ligne-là, le rocher est plutôt grisâtre. C'est tout simplement parce que la Loire a envahi la grotte. Et à ce moment-là, les hommes ne pouvaient plus rentrer à l'intérieur de la cavité. Et ce sont les hyènes qui ont pris possession du lieu. À l'entrée de la grotte, Néandertal a laissé de nombreuses autres traces de son passage. Des outils qui nous laissent imaginer ces hommes préhistoriques installés ici, il y a 40 000 ans, sur une plage de Loire. C'est là que Jean-Claude a fait sa plus grande découverte, un masque de silex. L'homme a fait passer dans le trou une esquille d'os qui est entre mes deux doigts là. Cet os a été bloqué à l'intérieur du trou grâce à 2 petits cailloux plats qui dépassent ici, que l'on voit très bien ici. C'est l'une des 4 ou 5 proto-figurines qui ont été découvertes en Europe et qui datent de l'homme de Néandertal. C'est pour ça que cet objet est un objet très très important et donc par conséquence, le site de La Roche-Cottard à Langeais, en Touraine, est un site vraiment très très important. Ces recherches sur La Roche-Cottard ne s'arrêteront pas là. Il reste tant de choses à découvrir et à écrire. Pourtant, Jean-Claude est aujourd'hui retraité de l'enseignement. Pour ce qui est de l'archéologie, rien n'est fait. Pas de retraite pour les archéologues de mon genre. J'ai ça dans le sang, si l'on peut dire. Et la pédagogie d'une part, la recherche et la mise en valeur du patrimoine préhistorique de la région, c'est vraiment ce qui me fait vivre. C'est dans l'ancienne forteresse médiévale, totalement revisitée en 2009, qu'a été installé le musée de la préhistoire du Grand Pressigny. Pas pour y exposer de belles trouvailles, mais plutôt pour suivre les traces de l'homme préhistorique. Michel Philippe veille sur le musée depuis l'automne 2013. Il s'attache à nous donner quelques clés en plus pour bien comprendre le lieu. On est dans un musée de préhistoire, donc c'est de présenter au public l'ensemble des données qui concernent la vie des hommes préhistoriques dans la Touraine et plus globalement aussi le Poitou, puisqu'on est en limite de 2 régions. Ça, c'est un premier rôle, mais nous avons aussi un deuxième rôle. On est ici un centre de culture scientifique et donc nous conservons des collections, c'est ça la base du musée, c'est-à-dire en fait tout ce qui a été trouvé en termes de préhistoire dans la région pour que ce soit à disposition du public et des chercheurs.
La préhistoire, c'est un prisme, hein. Le prisme minéral, parce que 90% de la production de ces hommes a disparu. Les paniers ont disparu. Tout ce qui était en peau, tout ce qui était en écorce, etc. a disparu. Donc il faut imaginer en fait des populations qui avaient un équipement extrêmement diversifié, dont il ne nous reste que le minéral. Il nous reste les os, il nous reste la pierre. Et le but des expositions temporaires, entre autres et celle-là, c'est de rajouter cet élément qui n'est plus présent souvent sur les sites préhistoriques. C'est cet élément qui a disparu, l'élément organique. Nous avons ici notre reine qui a été dénommée par un visiteur Claude. Reine Claude. Ah, mais oui, bien Notre sûr. reine Claude, donc, qui, avec ses bois et sa masse, pour 75 kg, une bonne femelle de reine comme vous avez ici, on va récupérer absolument l'ensemble des choses. Avec les pattes du renne qu'on appelle les camouks, on va faire des bottes. On va récupérer son estomac, ça fera une outre. Ici, il y a tout un tas d'objets. Ah bah oui, parce que là, on est dans une partie ludique où on dans peut une partie s'amuser en ludique fait où à les reconstituer. enfants vont pouvoir reconstituer Moi, je vais prendre un et truc remettre facile. sur les bois de renne les Ah, c'est différents marqué, éléments. j'ai compris. Saguet, Voilà. percuteur, ça Une c'est pour saguet. lancer, pour aller au plus loin possible. Exactement. Ici, nous avons un c'est bâton bien percé joué. qui était un élément de tension pour tendre les cordages. Eh bien, vous voyez, il s'adapte exactement au bois. C'est ici qu'on va le tirer. Maintenant, vous pouvez remettre... Voilà. Ces hommes avaient une vie dans laquelle ils avaient énormément de loisirs. Le travail technique vous prend à certains moments quand vous allez chasser le renne, chasser dans un troupeau de rennes. Imaginons un peu, et pour mettre une image qui soit parlante pour le public, les Indiens d'Amérique du Nord qui chassent le bison. Ce sont des chasses à un moment particulier, où là on va être extrêmement occupé pendant une semaine ou deux parce qu'on va traiter le produit de la chasse après. On va tanner les peaux, on va fumer la viande, etc. Mais après, eh bien, on a le temps. Et on a le temps pour des fêtes, on a le temps pour de l'art, on a le temps pour de la culture, sans doute. Il y a une vie sociale. C'est un homme, comme je vous le dis, qui est dans la vie et non pas dans la survie. Et ce sont des populations qui avaient sans doute une vie extrêmement développée au niveau social, au niveau culturel. Il nous en reste peu de traces. On change de département et même de région à seulement 20 km de là. Le Roc aux Sorciers est aussi remarquable que Lascaux. Ce site exceptionnel est aujourd'hui fermé au public pour le protéger. Mais les recherches scientifiques pour comprendre le lien entre mode de vie et art pariétal sont quant à elles toujours en cours. À Angles-sur-l'Anglin, à la frontière entre la Touraine et le Poitou, deux falaises hautes de plus de 40 mètres de haut se font face. C'est au pied de l'une d'elles qu'a été découverte la frise sculptée du Roc aux Sorciers, gravée et peinte il y a environ 15 000 ans. C'est un site toujours en cours d'étude aujourd'hui, très fragile, puisque c'est la roche calcaire qui s'effrite régulièrement. Donc c'est un site classé monument historique, unique au monde, toujours en cours d'étude. Et pour en garder sa conservation, donc il reste fermé au public. Les Cro-Magnons, lorsqu'ils s'installent à Angles, ils ne choisissent pas n'importe quel lieu, ils choisissent un habitat bien particulier. Ils cherchent des lieux qui leur donnent de la protection, un lieu plutôt doux, dans un climat glaciaire, au contact de la nourriture, la rivière, la pêche, les animaux qui viennent boire et donc chasse possible. Et donc on a surtout, et au départ, un lieu d'habitat. Et lorsqu'ils s'installent, ces gens, ils vont se mettre à vivre au quotidien et à décorer la paroi. On voit surtout des animaux, donc bisons, cheval et bouquetin. Au milieu de ces animaux, on a des figures humaines et on a aussi 3 corps de femmes qui sont sculptés à même la roche, qui sont les seuls 3 corps féminins sculptés que l'on connaisse dans l'art préhistorique. Quittons les rives de l'Anglin, direction le centre d'interprétation, où, à défaut de pouvoir observer les sculptures originales, un vrai parcours a été aménagé pour les amateurs d'art pariétal. Ce qu'il y a de remarquable sur ces sculptures, c'est tout le travail qu'il y a eu au niveau des pattes. Vous voyez les articulations ici, les tendons, toute la séparation au niveau des onglons de ce bouquetin. On parle des plus belles pattes de la préhistoire parce qu'il n'y a pas d'équivalent par rapport aux autres sites préhistoriques.
Comme cette frise était faite pour être vue, et vu que les animaux ont été faits d'une manière très particulière aussi, c'est-à-dire qu'ils ont été faits de manière à être vus complets en partant d'un profil, ce qui veut dire qu'ils ont tordu, ils n'ont pas hésité à déformer les animaux pour qu'on voit tous les petits détails. Il y a ce côté un peu inscrire dans la roche l'ensemble du savoir véhiculé par la collectivité. Un savoir où le quotidien et le sacré semblent intimement liés, dans une œuvre aujourd'hui reconnue comme le Lascaux de la sculpture. De la guerre du feu à Raon, le fils des âges farouches, on se fait pas mal d'idées sur les hommes préhistoriques. Heureusement, Frédéric Demouche est là pour nous remettre les idées en place. Retour au musée avec toutes les précautions qui s'imposent pour un cours de taille. Alors les hommes de la préhistoire utilisaient ces types de blocs de pierre, qui sont des blocs de silex, pour les casser en morceaux et en faire des outils pour leur quotidien, outils et armes. Et les archéologues ont su repérer la manière dont les hommes préhistoriques s'y prenaient en observant les traces que laisse la taille de silex sur le bloc, comme ici, mais aussi sur les outils qui en sont sortis. Donc je vais vous montrer comment, en tapant sur ce petit éperon ici, avec un percuteur soit en pierre, soit en os, comme on l'utilisait il y a 30 000 ans, comment on arrive à détacher de tout petits éclats très fins dont les bords sont coupants et qui vont servir d'outils. Ah oui. Oh, disons, ça casse comme du verre. Waouh, ben génial. Oui, c'est de la silice. Alors, il faut l'attraper, pas par les bords, parce que les bords sont super coupants. Vous verrez que c'est très fin. Excellent. Et donc, voilà, le but, c'était ça. C'est une vraie feuille couteau, quoi. Oui, c'est ça. Alors ça, déjà, à la base, c'est un couteau. Si on veut couper de la peau d'un animal pour récupérer la viande en dessous, alors ça, c'est un morceau de cuir. On prend cela. Les bords coupants ici, bien, ils suffisent pour entamer le cuir, comme du rasoir, en fait. Le silex. Du silex. Ah oui. Ouais, c'est comme un rasoir. Ça. C'est encore une super épaisse. Bon, alors l'atelier coutellerie, c'est fait. Voilà, et alors maintenant, je serais une femme préhistorique et je voudrais faire à manger, j'aurais besoin de feu. Bien oui, alors c'est pas le silex qu'il va falloir utiliser. C'est un frotter les deux. Voilà, frotter deux silex pour faire du feu, c'est une légende, ça ne fonctionne pas. Et en fait, on se rend compte que c'est tout autre chose qui est utilisé pour faire des étincelles qui vont permettre de mettre le feu. Alors voilà un des éléments qu'utilisaient pendant la préhistoire les hommes préhistoriques pour faire le feu. C'est du sulfure de fer, soufre plus fer mélangé. Ça donne cette matière qu'on appelle la marcassite, qui est de la famille des pyrites. Pyrite, c'est pierre à feu. Et là, avec ce morceau de galet de quartzite, c'est pas du silex, on va pouvoir taper. Donc en tapant comme ça, on arrache des tout petits morceaux de marcassite et ça fait des toutes petites étincelles. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Vous les voyez là? Oui, oui, bien sûr. Hop, ça fume un peu là. Alors du coup, on va pouvoir maintenant essayer de capturer ces étincelles. Et pour ça, il faut employer une matière particulière, ce qu'on appelle de l'amadouvier. C'est pas ce qui pousse sur les arbres? Oui, c'est un parasite des arbres. Si je racle un petit peu, vous voyez, l'intérieur, on va dégager cette espèce de coton, c'est l'amadou. Et le but du jeu, c'est de le râper comme ça, de l'effilocher, pour qu'il soit assez fin et aéré. Si quelqu'un arrive en cours, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils font, hein? Parce que ça paraît un petit peu saugrenu comme situation. Un monsieur qui tape avec des pierres et qui fait du feu. L'amadou, c'est pratique pour capturer l'étincelle, mais ça ne fait pas de flamme en brûlant. Wow. Du coup, j'arrivais pas à faire un feu avec ça. Je vais juste obtenir ça. Génial. Vous voyez la braise, là? Mais bien sûr. Maintenant, il faut que je récupère de la paille, parce que ça, c'est la matière qui va réussir à brûler. Ouais. C'est plein d'étapes, en fait. Hein. Je fais un petit nid. Je récupère l'amadou râpé avec la braise au centre, là, comme ça, vous voyez. Je referme. Dites donc, l'alarme incendie, elle va pas se déclencher? Si, on va partir en courant très vite. Pas de douche froide, mais avec un peu de patience. Tadam! Vous voyez que la fumée augmente, là, c'est la température qui monte et puis la paille qui commence à sécher. Oh, génial! Il y a encore des populations humaines actuelles qui font le feu avec cette méthode-là. Voilà, alors quand il y a du vent, ça part très très bien. Il ne faut pas rester trop près. Là, je vous ai expliqué, ça a pris un peu de temps, mais normalement, en 3 minutes, c'est fait. Ce qui veut dire qu'il faut quand même avoir prévu de faire le tas de bois sec auparavant, d'avoir récolté le bois,
Donc de planifier de manière à pouvoir mettre cette paille-là dans le bois et que tout prenne. Parce que sinon, avec ça, on ne cuit pas un bison. C'est sûr. Mais au moins, on a la base, quoi. On a le départ. De l'art des premiers hommes à la bombe de peinture, il n'y a qu'un pas. Surtout lorsque la préhistoire se met à flirter avec le graffiti. En route pour Crissey-sur-Mance, où les élèves de l'école primaire de Crouzille s'initient à l'un et à l'autre. Alors messieurs, dames, juste, je vous montre un truc. Ça c'est un bouchon, jusque-là tout va bien, ça c'est une bombe, vous êtes d'accord avec moi? Le seul truc que je vous demande, c'est que vous mettez toujours la pastille vers le bas. D'accord? Jamais vers vous, jamais vers vos yeux, jamais vers un camarade. Ou encore moins vers un ennemi, encore moins vers la caméra. Aujourd'hui, c'est l'étape d'un projet depuis le début de l'année scolaire. On a vraiment travaillé sur les techniques utilisées pour les peintures rupestres. Et puis, il y a eu quand même un consensus, vraiment tous les enfants, où tout le monde est d'accord pour dire qu'en observant les grottes de Lascaux, les grottes de Chauvet, que c'est quelque chose d'extraordinaire, de grandiose. Et ça a vraiment été le déclencheur en fait, du travail sur le graffiti. Donc nous, on fait quoi déjà? Un cerf global. Et c'est quoi un cerf global? Un serpent, un loup et un cheval. Tout le monde est toujours d'accord avec cette idée. Pourquoi on pense, alors maintenant en 2014, que les peintures rupestres, c'est quelque chose de grandiose, qui a un message, et pourquoi l'art qu'on a maintenant, le graffiti, parce que c'est vraiment quelque chose de générationnel, on n'est pas encore dans cette évolution. Alors peut-être qu'en même temps, il faut se dire qu'il faut qu'il y ait aussi du temps qui passe pour se rendre compte que c'est un art. Vas-y, Jérémy, vas-y, quand t'as mal au doigt, quand t'en as marre, quand tu peux plus respirer, quand tu tombes par terre, tu demandes à quelqu'un d'autre pour l'aider. On voit plus les yeux de la tête de loup et le museau. Tu t'en es rendu compte? Dans la préhistoire, on peignait comme on pouvait des scènes de vie quotidienne ou des fresques relatant ce qui se passait autour de leur vie. Et ben, c'est ce qu'on fait nous aussi. Malgré le fait qu'avant on soufflait à travers un os à moelle des pigments, là c'est dans une bouteille avec du gaz. Donc on n'est pas si loin, hein. On n'a pas trop changé. Assistant loup, il est où l'assistant loup? Une tête de loup turquoise. Bah ouais, en même temps on s'en fout. En même temps, il est imaginaire notre animal. Nous, comme on sait toujours pas écrire, les graffeurs, eh ben, on continue à faire les dessins. J'ai quoi? Alors attends, j'ai Pauline, Alexandre, Thomas, Astrid, Jérémy, Flavie et Jérémy. Passage. Ça prend une empreinte. Une petite trace de passage. Quand on voit des peintures rupestres, on trouve logique que ce soit de l'art, hein, mais quand on voit un graffiti, c'est pas forcément, on n'est pas inscrit dans la même logique. Donc je me dis qu'on a un rôle d'éducation. Et puis, par l'intermédiaire des enfants, on fait rentrer ça dans les familles aussi. Donc c'est super important, je trouve. Les amateurs de silex sculpté sont servis au musée de la préhistoire avec cette impressionnante collection sur laquelle Michel Philippe veille avec le plus grand soin. Il faut dire que grâce à la qualité du silex et à la maîtrise des techniques, le Grand Pressigny s'impose à l'époque comme un important site de production. Dans ce lieu, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire autour de 2009 jusqu'à 2004 avant Jésus-Christ, on est dans un monde d'agriculteurs. Déjà, nous ne sommes plus chez les chasseurs-cueilleurs qu'on a vus précédemment dans l'exposition temporaire. Et ces premiers agriculteurs, il y a une mode qui se diffuse durant ce 3e millénaire. Elle est d'avoir à ses côtés des grands poignards de silex qui ne sont pas des armes, ce sont des outils à moissonner, mais qui ne servent pas que comme outil. Quand on a à ses côtés un grand poignard provenant du Grand Pressigny à cette époque, on est quelqu'un d'important et qui a les moyens. Donc on est sur quelque chose qui est à la fois utilitaire et à la fois aussi un marqueur symbole de de réussite sociale, etc. etc. C'est la montre suisse de la préhistoire. Exactement, exactement. Alors, j'ai pris cette lame que j'ai sortie de l'ensemble pour vous montrer un peu le gabarit des lames de silex qu'on a tirées ici. Ce sont des lames qui font jusqu'à 40 cm et la plus petite va mesurer 25 cm. Et vous voyez derrière vous l'ensemble d'une production. Alors, c'est rien par rapport à
ce qui a été fait au Grand Pressigny en 700 ans. On dirait qu'elles ont toutes été fabriquées par la même machine. Des centaines de milliers. Alors effectivement, on est dans une standardisation qui vient de la haute sophistication de la fabrication. Si on voulait faire cet outil plan, on ne peut pas. Il sera toujours courbé. On ne peut pas, il sera toujours courbé. C'est la matière du silex qui veut ça? C'est le silex qui impose ça. Ces magnifiques poignards, on va les retrouver partout en Europe. Vous voyez ici la carte de diffusion. Donc à partir du Grand Pressigny, on a des exportations qui partent en direction de la Bretagne essentiellement, en direction des lacs suisses, et puis vers les Pays-Bas. On va suivre ces silex les uns après les autres. On en connaît 2500 à l'heure actuelle, en dehors de la région de production, qui ont été retrouvés dans des tombes ou dans des habitats. On quitte la préhistoire la semaine prochaine, retour à la période contemporaine pour un nouvel épisode de Vue sur Loire. Passez une très belle semaine, à très bientôt, au revoir.